Minasan konnichiwa! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est mon anniversaire! Et oui, aujourd'hui, je fête, eh bien, une année de plus. Je souffle une bougie de plus sur mon gâteau et pour ça, eh bien, je me suis dit que je pouvais changer un petit peu de format. Je vous apporte, beaucoup de contenu en rapport avec la langue japonaise, chaque semaine, hein, bien sûr, puisque, c'est mon travail et je pense que vous êtes abonnés sur cette chaîne pour cette raison. Mais de temps en temps, eh ben, ça fait du bien aussi de parler, de la Sophie qui se cache derrière la sensei et je me suis dit que mon anniversaire, c'était l'occasion de vous parler un petit peu plus de moi. Pour ça, eh bien, sur Instagram, j'ai récolté toutes les questions que vous aviez envie de me poser, il y avait pas de limite, hein, on peut parler du perso, du pro, de plein de choses. J'ai fait une sélection de, quelques-unes de ces questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui et bah, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est, pas trop mon habitude, hein, de vous proposer ça, mais à l'avenir, eh bien, pourquoi pas vous parler un petit peu plus de, des coulisses, on va dire des backstage, de comment je suis et je fonctionne, en dehors de mes cours de japonais. Et si vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous aimeriez savoir, eh bien, dites-les moi dans les commentaires. Je commence tout de suite par la première question qui m'a été posée par Boubou. Boubou qui me demande: «Pourquoi est-ce que j'ai commencé le japonais?» Alors, ça, c'est une longue histoire d'amour. Comme je dis souvent dans ma vie, j'ai eu 2 coups de foudre. Le premier, c'était la langue japonaise et le deuxième, c'était mon mari, dans l'ordre. La langue japonaise, ça a été vraiment une révélation quand j'ai entendu pour la première fois une chanson de rock japonais, on peut même dire que c'était du métal. C'était la chanson Merciless Cult du groupe Diran Grey, si jamais ça vous intéresse. C'est un petit peu violent, donc si vous n'écoutez que de la pop, ça peut faire un choc. J'avais 13 ans et donc j'étais au collège. À l'époque, j'avais pas beaucoup de passion, que ce soit à l'école primaire ou même au collège, j'étais pas passionnée par grand-chose. J'étais dans un groupe d'amis et je suivais un peu le mouvement, mais il y a rien qui me plaisait. Et quand j'ai changé de collège, je suis arrivée dans un nouveau groupe d'amis. Et il y en a une dans ce groupe-là qui m'a fait découvrir Diran Grey. C'est un groupe que j'avais découvert juste avant, vraiment quelques jours avant, dans un magazine qui parlait de manga, parce qu'à l'époque j'aimais bien les mangas, mais sans plus, hein, c'était pas non plus une passion. Et donc j'avais été intriguée par ça. Elle m'a dit: «Ben ça tombe bien, je viens d'avoir le nouveau CD du groupe». Donc à l'époque c'était en téléchargement pas très légal. Et elle m'a fait écouter ça, ça a été vraiment un gros coup de foudre. Je me suis dit: «Mais OK, c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie. Je veux creuser cette langue, cette musique, ce pays». Ça a été une révolution et une révélation et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose, de ma vie, par rapport à ça. Donc ensuite, ben, tous les jours, systématiquement, j'écoutais de la musique japonaise. À l'époque, il y avait vraiment pas grand-chose, hein, comme information. On est en 2005 là, donc il y avait pas vraiment de YouTube, il y avait peu d'informations sur internet et donc je faisais mes petites recherches à la fois en anglais, en japonais, j'essayais de décrypter un peu ce que je pouvais et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris mes kanas. Donc pourquoi est-ce que j'ai commencé le japonais? Vraiment pour répondre à ta question précisément, eh bien, c'est tout d'abord par amour pour la musique japonaise. Je voulais comprendre les paroles, comprendre les titres de mes chansons préférées et à long terme, je voulais pouvoir être capable de discuter avec mes artistes préférés, à la sortie des concerts et ensuite de faire ma vie professionnelle par rapport à ça. Deuxième question, il y a Croco Oiseau qui me demande: «Comment ça va?» Bah, écoute, déjà ça va bien, merci. C'est quoi ta saison ou ton mois préféré au Japon? Alors, j'ai eu la chance de faire à peu près tous les mois de l'année au Japon, sauf pile poil mi-octobre pour mon anniversaire. C'est la seule saison, la seule quinzaine de jours en fait que j'ai jamais passé au Japon, c'est pile pour mon anniversaire, mais bon, c'est comme ça. Je dirais que ma saison préférée, c'est l'automne. Ça vaut en France, dans tous les pays du monde et aussi au Japon. Vraiment les momidis, les érables rouges japonais, c'est absolument sublime. Je pourrais passer des heures et des heures à les regarder. Donc ouais, je dirais que c'est l'automne. Question suivante, on a Seika qui demande: «Est-ce que tu as déjà fait un tatou au Japon? Si oui, est-ce que c'est pareil qu'ici pour la prise de rendez-vous?» et cetera. Alors oui, je me suis déjà fait tatouer au Japon. J'ai fait notamment, le pied, donc la carpe koi que j'ai sur le pied, je l'ai fait, l'année dernière au Japon. Enfin en tout cas, je l'ai terminé au Japon, puisque je l'avais commencé en France, vu que mon tatoueur, est venu, chez nous et ensuite, je suis allée chez lui pour, le terminer. Parce que j'avais trop mal en fait sur le pied, j'ai pas pu tenir jusqu'au bout du tatouage, donc je l'ai terminé chez lui et puis, ben, mon mari aussi s'est beaucoup fait tatouer au Japon, avec le même tatoueur.
Donc c'est du tatouage au tebori, donc c'est la méthode traditionnelle japonaise hein, qui est moins invasive, donc ça fait moins mal et ça cicatrise beaucoup mieux qu'à la machine. On a testé cette méthode-là. Celui-là d'ailleurs, la fleur, les nuages et puis celui que j'ai derrière l'oreille, c'est le même tatoueur avec la même technique, mais ceux-là ont été faits en France. Et un autre tatouage, mais cette fois à la machine, que j'ai fait au Japon, là ça remonte à il y a 10 ans, c'était en 2013, ce sont les deux masques que j'ai là, donc le kitsune et hop, de l'autre côté, la hanya. Donc ces deux-là, je les ai fait aussi au Japon, mais c'était à la machine, c'était avec un autre tatoueur. Et donc tout cela, ils ont tous été faits à Tokyo, les deux masques à Tokyo, et puis le tebori, c'est au nord de Tokyo, à Saitama. Et pour ce qui est de la prise de rendez-vous, ben, mon tatoueur en tebori, comme je le connais, enfin on est amis maintenant, donc c'est plus facile, on s'envoie des messages, etc. pour se bloquer une date. Pour l'autre tatoueur, ben, c'était le mari, enfin c'est l'ex-mari d'une tatoueuse française qui habite au Japon, qui me l'avait fait, donc je crois qu'à l'époque j'étais passée par eux aussi pour prendre rendez-vous directement. Après, si jamais tu veux te faire tatouer au Japon, ce que je te conseille, hein, c'est de faire un petit peu comme chez nous, c'est-à-dire tu repères ton tatoueur préféré, le tatoueur vraiment par lequel tu as envie de passer, tu le contactes en fonction de par là où il veut être contacté, par mail ou par Instagram, etc. Et puis ensuite, ben, tu bookes ton rendez-vous. La seule différence principale, hein, c'est que les salons de tatouage au Japon, ils sont privés, donc tu risques de ne pas les voir depuis la rue. Ils n'ont pas pignon sur rue. Ensuite, autre question, il y a Morgane qui me demande « Est-ce que tu as déjà fait du drag en lien avec ton voyage aux USA ?» Alors Morgane, tu as dû suivre un petit peu mes stories et tout sur Instagram. Une de mes passions, plus ou moins secrètes, ce sont les drag queens. Je suis complètement fan de la licence de RuPaul's Drag Race. C'est une compétition de drag queen qu'il y a maintenant partout dans le monde. Et effectivement, cette année, en mai, j'ai eu la chance de pouvoir aller à la DragCon à Los Angeles. C'est vraiment un de mes rêves, pouvoir rencontrer mes drag queens préférées, c'était génial. Et donc, est-ce que j'ai fait du drag? Alors, à proprement dit, non. C'est-à-dire que depuis que j'ai découvert les drag queens, j'ai jamais fait de drag. Pourquoi pas un jour, pourquoi pas tester, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, mais ça pourrait être chouette. Mais sinon, quand j'étais plus jeune, j'étais fan d'un courant musical qui s'appelle le Visual Kei. D'ailleurs, c'est depuis mes 13 ans hein, que je suis fan de Visual Kei, c'était ce type de musique-là que j'ai découvert. Et le Visual Kei, ben, comme son nom l'indique, c'est très visuel. Donc en vérité, on peut considérer que le Visual Kei, ça s'inscrit dans du drag. C'est un type de drag, le drag étant tellement ouvert et tellement éclectique. Donc on peut peut-être considérer que quand je m'habillais vraiment style Visual Kei, c'est-à-dire de toute mon adolescence jusqu'à ma vingtaine, je sais pas, est-ce qu'on peut considérer que c'était du drag? Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous fais passer quelques photos de moi pour que vous puissiez juger de ça à l'époque. Hein. Voilà, là on sort les dossiers. Ensuite, on a Sophie qui me demande quel est le plat le plus bizarre que tu aies déjà mangé. Alors, clairement, je pense que ça va être des plats que j'ai mangés au Japon. Je crois pas avoir mangé des choses plus bizarres qu'ailleurs qu'au Japon. Là, en tête, je te dirais peut-être... J'ai mangé un sushi de steak. C'était un peu bizarre à l'époque, ça m'avait paru bizarre en tout cas quand je suis tombée dessus dans le restaurant de sushi. J'ai mangé des nageoires dorsales de poisson. Donc tout ça, on parle de l'époque où j'étais pas végétarienne, hein, bien sûr. Hein, c'était il y a un paquet d'années en arrière, il y a plus de 10 ans. Donc ouais, j'ai mangé des nageoires dorsales de poisson dans un izakaya recommandé par un ami japonais. C'était très bizarre, bien sûr. J'ai mangé aussi, alors là, j'aurais pas les photos à vous partager, mais j'ai mangé de la sèche séchée, justement. Honnêtement, ça avait le goût et la texture d'une semelle de chaussure, donc je vous le conseille pas du tout. Et un autre truc aussi bizarre que j'ai pu manger, c'était une salade de méduse. Alors là, je retrouverai pas la photo, mais en gros, c'était une petite salade avec des lamelles transparentes qui n'avaient pas de goût particulier, hein, c'est plus la vinaigrette qui donnait le goût. Mais voilà, je pense que c'est un peu ça les choses les plus bizarres. Et par contre, les choses les plus mignonnes que j'ai jamais mangées, c'était dans un restaurant Alice au Pays des Merveilles. Quand j'étais plus jeune, j'étais hyper fan d'Alice au Pays des Merveilles et j'avais une amie japonaise qui m'avait emmené manger là-bas. Il y a plusieurs restaurants Alice au Japon.
et j'avais eu, tout un menu avec le chat, du Cheshire, donc j'étais, hyper fan et c'était super mignon. Ensuite, au niveau pro, on a Vivi qui me demande: «Combien d'heures par semaine est-ce que tu travailles environ?» Alors comme, je travaille à mon compte, donc en fait, je j'ai pas à pointer le matin et pointer le soir quand je pars, hein, je fais mes horaires. Après j'ai, une journée en général un peu type au niveau des horaires. Alors pas du tout au niveau du contenu parce que ça change chaque jour, mais au niveau des horaires, j'essaye d'être à peu près régulière comme ça, je me mets un peu dans le mood, travail. En moyenne, je dirais que je bosse 30 heures par semaine environ. Ça dépend, des fois ça peut être moins, des fois ça peut être plus. Si je suis en déplacement, en convention ou quoi, ça va être souvent beaucoup plus. Mais voilà, pour te donner une idée, c'est environ 30 heures par semaine. On a Litchi qui demande: «Est-ce que tu es attirée par l'apprentissage d'une autre langue et si oui, laquelle?» Alors effectivement, donc je parle, anglais, japonais et puis français qui est ma langue maternelle. À l'école, j'avais appris l'allemand pendant une bonne dizaine d'années et j'ai à peu près tout oublié parce que je ne pratique pas. Et sinon, je m'étais lancée dans l'apprentissage de l'espagnol il y a quelques années quand, ma mère était partie s'installer en Espagne. Depuis, en fait, j'en ai pas réellement eu l'usage, donc j'ai un petit peu mis ça de côté alors que j'adorais, découvrir cette langue. Ça m'a beaucoup plu. Donc je dirais que si un jour je devais me remettre à une langue, je pense que ce serait l'espagnol ou bien l'italien parce que, j'ai, des racines en Italie, j'aimerais bien, peut-être creuser un petit peu ça et puis j'aimerais beaucoup visiter l'Italie. Il y a Caro qui demande: «Konnichiwa, peux-tu nous raconter la séance photo en tenue japonaise avec ton mari, s'il te plaît?» Alors je pense que tu fais référence aux quelques photos que j'ai déjà postées, notamment sur Instagram. Effectivement, ça c'est une, séance photo de pré-mariage qu'on a fait, justement l'année, où on allait se marier avec Greg. C'est une amie japonaise qui nous a aidés à organiser tout ça, la séance photo, prendre rendez-vous, booker les options, et cetera. On a fait ça à Osaka et on dirait peut-être pas sur les photos, mais en fait on était en intérieur. C'était dans un studio avec, tous les décors, il y avait même un faux cerisier, et cetera. J'avais eu, le choix, entre 3 kimonos et en fait les 2 autres, ne me plaisaient pas du tout et on m'avait dit: «Ah, celui que vous voulez, il y a des chances pour qu'il soit déjà pris ce jour-là par, une autre cliente, donc peut-être que vous ne l'aurez pas». Donc moi j'avais vu les 3 en avance sur, le petit livret de présentation et je m'étais dit: «Bah, en fait, si j'ai pas celui-là, j'ai pas envie de porter les autres, ils me plaisent pas du tout». Et avec la chance que j'ai eue, eh bien, j'ai pu avoir celui que je voulais, donc il est vraiment magnifique. C'était un kimono hyper épais. Peut-être qu'on s'en rend un peu compte sur les photos, mais il était vraiment extrêmement épais, hyper lourd et en fait, je pouvais pas me déplacer toute seule, je pouvais pas, bouger toute seule. Pour me tourner, c'était très compliqué. Donc on avait une assistante photo, qui était là à côté du photographe pour m'aider à prendre la pose, à soulever mon kimono et cetera. C'était un package qui incluait également la coiffure, le maquillage et puis, pour Greg, il avait donc, sa tenue, noire, traditionnelle pour les mariés et donc ce photoshoot, on l'a fait avant de se marier et quand on s'est mariés en France, à la cérémonie de mariage, hein, quand on a fêté ça avec notre famille et nos amis, eh bien, en fait, on avait fait la surprise, de pas en parler avant, à nos proches et le jour J, on avait fait imprimer, 4 photos, donc nos 4 photos préférées du photoshoot. On les avait fait imprimer pour les offrir, encadrées à, nos 2 mamans et nos 2 grands-mères. Donc forcément, elles étaient super contentes. Il y a Mona Lisa qui demande: «Est-ce que tu aimes lire des mangas et si oui, version papier ou liseuse?» Alors, à l'heure actuelle, je suis team papier, parce que c'est vrai que je passe énormément de temps sur les écrans, donc j'aime bien avoir le contact du papier, lorsque je lis, que ce soit des mangas ou même des romans ou des livres de non-fiction. Mais je t'avoue que comme en ce moment je bouge pas mal à droite à gauche, je me pose la question d'investir dans une liseuse. Je verrai, pour le moment j'en ai pas, besoin, mais peut-être un jour. Question rapide de Alicorna qui demande: «Des photos des chats, s'il te plaît! Tiens, c'est pour toi!» Et puis, je pense que je vais terminer avec la question que vous m'avez le plus envoyée, c'est: est-ce que tu envisages un jour d'aller habiter au Japon? Ou bien est-ce que, tu, voudrais un jour habiter au Japon? Alors bien sûr, c'est une question qui s'est déjà posée, on a déjà, beaucoup réfléchi à ça avec Greg et la réponse c'est non.
C'est non, on n'a pas du tout envie d'aller habiter au Japon et ce pour plein de raisons. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que quand vous regardez d'autres créateurs de contenu comme Julien Fontanier ou Angélique pour ne pas les citer, eh bien ces personnes-là c'est pareil, elles sont un peu comme nous, on est un peu dans le même mindset de se dire qu'on est très épanoui dans notre vie en France et ce qu'on aime c'est rapporter des choses qui nous plaisent du Japon et les partager avec les francophones. Mais on ne se voit pas habiter au Japon. Donc là, pour parler de mon cas précisément, pourquoi est-ce que je n'ai pas envie d'y habiter? Bah, déjà parce que j'y ai fait une partie de mes études, donc je suis pas du tout frustrée du fait de ne pas y rester longtemps, puisque j'ai déjà pu rester longtemps sur place et ça m'a totalement plu dans le contexte où j'y étais. Hein. Pourquoi j'ai pas envie d'y retourner? Ben, déjà parce que, comme je le disais, moi ce que j'aime c'est partager aux Français, aux francophones, des bouts du Japon, transmettre ça. On a aussi c'est bête, hein, mais notre famille et nos amis qui sont en France, et on n'a pas du tout envie de les quitter. Et puis même d'un point de vue pratique, ben, comme on travaille à notre compte tous les deux, on est entrepreneurs, on a 3 salariés en France. Si on s'installait au Japon, quel visa est-ce qu'on aurait? Sachant qu'on est entrepreneur, ben, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas du tout envie de créer une boîte au Japon, sachant que ben, tous nos clients, ils sont en dehors du Japon. On n'aurait pas grand-chose, je pense, à apporter au Japon d'un point de vue travail. Donc voilà, c'est pour plein de raisons différentes qu'on a fait le choix d'être en France. Et à l'inverse, on adore retourner au Japon en tant que touriste, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, le Japon c'est vraiment l'un des meilleurs endroits, si ce n'est le meilleur endroit au monde pour être touriste. Voilà, il n'y a que des avantages à être touriste au Japon, il n'y a pas que des avantages à y habiter. C'est vraiment cet amoncellement de raisons qui font que on est très épanoui en France et qu'en fait on n'a pas du tout envie de quitter ça, mais ça n'empêche que peut-être à l'avenir on aurait quelques projets à développer au Japon. On verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà pour ces quelques questions, j'espère que ça vous a plu. Il y a aussi beaucoup de questions qui étaient posées en rapport de mes tatouages et ça fait très longtemps que je réfléchis à vous faire une vidéo vous présentant mes tatouages. En vrai, je crois que ça fait au moins 2 ans qu'on en parle sur cette chaîne YouTube. Et puis bah, plus le temps avance et plus j'ai de tatouages, donc plus j'ai d'histoires à vous raconter. Je vais essayer de prendre le temps de vous détailler tout ça dans une prochaine vidéo. Vous pourrez d'ailleurs me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si jamais, d'ailleurs, vous avez des questions spécifiques sur mes tatouages, eh bien, n'hésitez pas. Et pour conclure cette vidéo, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le, c'est le moment, c'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne et ça vous prend qu'une seconde. Vous êtes quasiment la moitié à regarder mes vidéos sans vous être abonné, donc c'est le moment, petit rappel, je le fais jamais, donc ça fait pas de mal. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour une nouvelle vidéo, comme à chaque fois. Hein. En ce moment, c'est 3 vidéos par semaine, 3 à 4 vidéos même parfois quand on est très productif. Donc rendez-vous dimanche, je pense que la vidéo va vous plaire. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Matane, bye bye.